Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle troisième mi-temps. On va analyser, débriefer, disséquer tout ce qui s'est passé dans cette nouvelle journée de Top 14. Et pour ça, avec moi, j'ai les meilleurs des spécialistes. Tout d'abord, notre consultant, Laurent Labitte. Salut Laurent. Bonsoir, bonsoir à tous. À côté, un homme qui est là pour les émissions de Top 14, pour les émissions nationales, mais ramenez-lui de la Pro D2, de la Fédérale 1, de la Nationale 2, de la Fédérale 2, tout ce que vous voulez tout simplement. C'est Yanis Guillou, le couteau suisse du Midi Olympique. Salut Yanis. Salut Loïc, salut Laurent. Bonjour à tous. Bon messieurs, je vous propose directement de passer dans le vif du sujet. Pas de temps mort, on rentre au cœur du ruck avec cette victoire de l'UBB en terre tarnaise, 28-26. Laurent, on sent que l'UBB est lancé peut-être. Au début de la saison, on avait noté quelques balbutiements à l'extérieur, notamment sur la pelouse du Stade Français, du Racing. Bon, Toulouse, c'est un peu particulier avec une équipe B. Est-ce que là, tu as senti que Bordeaux était véritablement lancé dans sa saison ? Oui, on avait vu déjà la semaine précédente, le week-end dernier, avec la réception de Bayonne. On avait retrouvé cette équipe de Bordeaux avec de l'enthousiasme, avec la prise d'initiative, ce qui fait sa force, bien sûr. On avait évoqué aussi le retour de certains joueurs qui amènent beaucoup à cette équipe. Donc le week-end avant, c'était Maxime Lucu. Encore ce week-end, on a vu le retour de Ben Tamefuna notamment. Des joueurs, bien sûr, qui comptent dans l'effectif. Et donc aujourd'hui, on peut considérer effectivement que la saison de l'UBB est lancée pendant cette période. En plus de doublons, on sait que c'est toujours difficile. Beaucoup d'absents quand même de marque dans cette équipe. On aurait pu penser bien sûr qu'elle allait souffrir. Quand on va à Castres, c'est toujours un endroit qui est très très difficile. Manquer un peu de vitesse peut-être avec les absences de Damien Penaud, Louis Bielbarré, Nicolas Deporter. Mais aller gagner à Castres à ce moment de la saison, c'est une grosse performance de l'UBB. Yanis, cette équipe de Bordeaux était amputée de plusieurs joueurs de son 15 majeur, notamment derrière, ou sur la patrouille de France, on va dire, il n'y avait que Romain Buros, et encore il effectuait son retour. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la force de l'UBB ce week-end ? C'est justement ses retours. Tu as parlé de Romain Buros qui a réalisé plutôt un bon match, qu'on a senti en Cannes, malgré le fait qu'il n'ait pas joué depuis le début de la saison. Il y a aussi celui de Ben Tamefuna qui faisait sa première en tant que titulaire cette saison, qui a apporté beaucoup de puissance. Qui a apporté beaucoup de puissance tout le match. Il n'était pas titulaire, il était remplaçant, c'est pour ça. Voilà, mais même les deux piliers droits, Carlos Hadi aussi, les deux on les a sentis très, très bons. Ce qui a fait la différence, c'est, je pense, physiquement. Dans le second acte, on les a sentis largement au-dessus des Tarnais. Et même s'ils n'ont pas réussi à se payer au début du match, ça allait mieux au fur et à mesure de la rencontre. Et ils ont su trouver la faille finalement pour faire craquer cette défense tarnaise qui n'est pas la plus souveraine du top 14 à domicile, j'ai l'impression, depuis ce début de saison. Messieurs, vous avez mentionné le même homme, Ben Tamefuna. Un essai, un grattage décisif, presque on peut dire, à 72e sur une longue possession castresse dans le camp de l'UBB. Laurent, tu connais bien ce gros monsieur venu tout droit des Tonga. Qu'est-ce qui fait sa force année après année ? Et on a l'impression que l'âge n'a pas d'emprise sur lui, il est toujours là au final. Oui, mais Ben, quand il est bien physiquement déjà, on connaît tous et on voit ce qu'il est capable de faire. Ensuite, il est très bien mentalement aussi. Il est très très bien du côté de Bordeaux, en famille déjà, donc c'est quelque chose qui est très important pour lui. Et ensuite, après, c'est vrai, j'ai eu la chance de le côtoyer au Racing et de gagner ce titre à Barcelone avec lui. Et c'est un joueur rugbystiquement exceptionnel, qui a des mains, qui comprend le jeu. Bien sûr, très très fort sur la mêlée, un très très bon porteur de balle, donc il fait très mal. C'est un peu l'histoire du saut en parachute. Une fois que le premier, quand vous savez et que vous comprenez ce que c'est toujours le second qui est plus dur. Et lui, c'est pareil. La première fois, tu le plaques, mais quand tu sais ce que ça fait, quand il revient, tu réfléchis à deux fois. Et puis dans le contest, c'est quelqu'un effectivement qui est très bas, donc une fois qu'il se cramponne, qu'il se crante pour contester le ballon, il est quasiment impossible à sortir, donc il vaut mieux même à la limite lui laisser le ballon plutôt que concéder une pénalité et concéder un turnover, mais c'est un joueur effectivement comme on l'a dit, dans cet effectif de Bordeaux qui, quand il est là et quand il revient, forcément déjà, c'est plus la même équipe. Et Nice, toi, tu te verrais, il y a Ben Tamefuna en face de toi dans un ruck, tu te dirais comment l'enlever ? Oui, non, mais c'est vrai que par contre, je trouve qu'il a l'ADN de l'UBB compatible. Donc c'est vrai qu'il est connu pour sa rudesse, sa solidité, sur les grattages, sur les impacts. Mais comme Laurent l'a souligné, c'est quelqu'un qui a des mains et qui sait comment jouer le jeu de l'UBB. Et justement, il est très bon dans ce qui est pour être le liant du jeu, que ce soit
soit sur des leurres ou même passer la balle derrière lui. Il sait le faire et c'est très impressionnant quand tu sais la masse corporelle de ce monsieur. Et c'est pas donné à tout le monde, donc il faut souligner aussi que rugbystiquement, c'est quelqu'un qui peut correspondre au jeu de l'UBB et qui correspond au jeu de l'UBB depuis maintenant quelques années. C'est une très bonne nouvelle, je pense, pour les Bordelais de l'avoir et surtout en forme dès le début de sa saison. Des Bordelais qu'on a vu pragmatiques, c'est 2,75 points par entrée dans les 22. Tout le contraire du CO qui a eu le ballon mais qui en a perdu pas mal, qui n'a pas réussi véritablement à rentabiliser cette possession. Laurent, toi, tu connais l'importance en plus pour Castres de gagner à domicile, de gagner à Pierre Fabre. Est-ce que cette équipe de Castres va mal? On peut s'inquiéter pour elle ou alors la saison est encore longue et ça va revenir? Non, je pense que c'est pas qu'elle va mal, mais c'est vrai que par rapport à la saison dernière, on ne retrouve pas justement le jeu qu'elle avait, cette énergie aussi, avec le ballon notamment, et elle a du mal à marquer, elle a du mal à scorer, même à l'extérieur. Elle prend beaucoup de points, ce qui n'était pas la marque fabrique de cette équipe et qui était toujours pénible à jouer. Quand tu reçois cette équipe de Castres, tu sais que ça va être un samedi difficile. Et là, ils ont fait des déplacements à 60 points. À la sortie à domicile, ils sont bien sûr un peu mieux dans le match, mais voilà, ils ont du mal à scorer, du mal à marquer. Et ils sont à la merci chaque fois de perdre le match. Ils s'en sont très très bien sortis contre le Racing il y a pas longtemps à domicile. Ils auraient pu aussi, dans une erreur du petit Carbonneau, perdre ce match. Et aujourd'hui, ils seraient en très très mauvaise position, mais voilà, ils vont forcément réagir. Mais c'est vrai que le contraste sur le match d'une équipe clinique très efficace et pragmatique contre une équipe qui s'est employée pour quasiment pour rien à part prendre un point de bonus défensif. C'est dérangeant de se dire aujourd'hui qu'en fait on peut aller faire un coup à Castres quand tu vois Pau en début de saison. Le Stade Français aussi est passé proche comme le Racing d'aller faire un coup là-bas. Genre, comment ça peut s'expliquer? Il y a eu beaucoup de blessures, notamment à des postes clés comme la charnière. Jérémy Fernandez qui s'est blessé à l'ouverture. Il y a eu les blessures de Poplin, Enzo Hervé qui était appelé en joker médical puisque Louis Lebrun qui s'est blessé. Donc je pense que ça a pu contribuer au manque de repères dans le jeu castré. Et après, c'est tout simplement, il va falloir commencer à refaire la guerre devant pour gagner des matchs, être souverain à domicile et se refaire respecter pour survivre dans ce championnat et aller chercher autre chose qu'un simple maintien, puisque aujourd'hui à Castres, on veut viser le top 6 comme la saison dernière, quoi. Il y a beaucoup d'équipes qui visent le top 6. Évidemment, il n'y aura pas de place pour tout le monde là. Mais ils ont réussi à se frayer un chemin l'année dernière pour aller jouer un barrage à Toulon. Donc ils se devaient cette année d'être sur les mêmes bases. Bon, ça ne repart pas pareil malheureusement. Oui, une équipe qui a fait une bonne opération pour le top 6 ce week-end. C'est Clermont qui s'est imposé pour la première fois de la saison à l'extérieur à Montpellier et c'est notre ovation du week-end. Alors on vante ces dernières semaines le top 14 avec beaucoup de points, beaucoup d'essais, beaucoup de spectacles. Clermont-Montpellier ont décidé de nous faire mentir ce week-end. Une courte victoire de l'ASM en terre héroltaise 9-7. Première victoire de la saison à l'extérieur pour Montferrand qui jusque-là s'était incliné 34-16 à La Rochelle, 43-31 sur la pelouse du Racing et surtout 44-17 sur la pelouse de Bayonne, ce qui avait plutôt agacé Christophe Furios, le manager de Clermont. Là, il y a pas mal de choses qui peuvent l'agacer, mais les défaites encore plus. Effectivement, bon là il devait être content après le match d'hier, premier succès de la saison extérieure. Laurent, est-ce que pour toi les Jaunards ont fait le match parfait à l'extérieur? Parfait, oui. Quand tu gagnes et contre un concurrent direct, justement, au top 6, ou du moins à toutes ces équipes un peu outsiders qui veulent rentrer dans les 6 premiers pour la qualification. C'est sûr, aujourd'hui, en tout cas, Christophe doit être satisfait. Il avait demandé il y a quelques semaines d'avoir aussi des lions à l'extérieur, parce qu'il avait souvent les lions au Michelin et comme il avait dit, des brebis à l'extérieur. Et là, je pense qu'ils sont allés faire un match à Montpellier face à une équipe où on sait que c'est quand même plutôt du costaud et du solide. Donc ils ont fait un match très très sérieux, très très bien organisé, sans prendre trop de risques pour aller chercher cette victoire qui va forcément compter dans cette saison et qui va sûrement les faire basculer dans le bon côté du tableau au niveau du classement. Alors c'est assez paradoxal parce qu'au final cette équipe de Clermont a quand même plus eu le ballon que celle de Montpellier mais n'a pas réussi à marquer d'essai. On pense notamment à cette situation où Tauzin a un gros surnombre à jouer et
Ah, il fait une action de fou quand même avant. C'est le moment où il traverse le terrain et qu'il tente la chistera pour Delgui. Oui, il y a un surnombre et il monte le surnombre. Quoi. Oui, c'est le problème qu'a eu Clermont tout le match, hein, c'est de ne pas savoir concrétiser ses actions, alors que très globalement, ils ont été dominateurs dans ce match. Et là où ils ont été très bons, et c'est aussi quelque part la patte Christophe Furios qu'on avait vu dans les années passées, mais qui manquait à Clermont là, c'était le jeu à l'étouffer, quoi, de complètement faire acculer l'équipe adverse pour leur mettre la pression dans un jeu de dépossession et après essayer de s'appliquer sur des ballons de turnover pour aller à Dame. Le problème, c'est qu'il a manqué d'efficacité. Dans un match où il y a quand même globalement eu beaucoup d'erreurs de la part des deux équipes, que ce soit dans la concrétisation avec des pénalités manquées ou dans des déchets de fautes techniques, quoi. Mais Clermont a globalement maîtrisé ce match et mérité la victoire. Et là où je te rejoins pas, c'est que pour moi, c'est pas le match parfait, parce que du coup, il y a eu beaucoup trop de gâchis. Clermont doit clairement tuer le match avant et ils s'en remettent à une pénalité manquée à la fin de Montpellier pour s'en sortir. Mais tu vois, 63% d'occupation, ils ont adopté quand même une stratégie différente des autres matchs à l'extérieur, où là ils ont su acculer l'équipe adverse dans son camp, ce qui n'avait pas du tout été le cas lors de leur après, dernière sortie. quand tu commences à prendre 1, 2, 3 fessées à l'extérieur, tu commences à te demander ce qu'il faut changer, et donc tu changes complètement ta tactique de jeu. Je pense que c'est aussi ça qui a mené à cette tactique-là. Justement, oui, Laurent, puis c'est très bien quand tu vas à Montpellier, notamment quand tu joues contre Montpellier, c'est une équipe très solide sur les bases, sur la mêlée, sur la touche, le ballon porté. Donc c'est quand même mieux de jouer haut dans le terrain plutôt que prendre le risque de jouer dans son camp. On se retrouvait, comme on l'a vu hier, ce qu'on a dit, c'est ce score un peu à l'ancienne. Pourquoi ? Parce que beaucoup de maladresse, d'erreurs, de fautes techniques, de mauvais choix. Et il vaut mieux quand même les faire dans le camp adverse, ces erreurs-là, que les faire dans son camp. Sinon, contre une équipe de Montpellier, on peut prendre une pénalité sur le mêlée à tout moment, on peut prendre un ballon porté, et ça devient dangereux. Donc voilà, ils avaient bien analysé forcément comment aller jouer à Montpellier. Et ils ont joué haut, ils ont occupé le terrain et ils sont allés chercher effectivement ce résultat, comme on l'a dit, avec un minimum de risque. Mais ça fait aussi partie du rugby. Des fois, il faut savoir jouer. Hein. On le voit avec Clermont qui, à domicile, en tout cas, était la meilleure attaque du championnat. Mais là, ils savent aussi faire le dos rond, faire un peu la méthode caméléon, ce qu'adore Christophe, qu'il a souvent fait avec ses équipes, et ça a encore marché samedi. La saison de l'ASM peut être relancée parce qu'il y a enfin une série de victoires à domicile, victoires à extérieur, ça peut peut-être débloquer quelque chose. Oui, ce que je disais, c'est que quand on gagne à l'extérieur dans ce championnat, qu'on assure ses victoires et ses victoires bonifiées à domicile, et d'autant plus chez un concurrent, comme j'ai dit, un outsider, forcément ça te met du bon côté du tableau. Ils auront après à la reprise un autre match à l'extérieur puisqu'ils vont à Lyon. Qui sera aussi un rendez-vous, je pense, ciblé pour eux sûrement à la reprise, et Lyon qui n'est pas dans la meilleure forme du moment, donc c'est encore peut-être un autre coup pour Clermont qui finalement les mettrait en très très bonne posture. Un match à suivre en tout cas, après la trêve, on sera en période de doublons en plus, donc encore plus d'incertitude, et justement les doublons semblent à une perche parfaite vers notre prochain match qu'on va disséquer. C'est Pau-Perpignan, victoire de la section 27-23, une section ric-rac mais qui doit s'adapter à une nouvelle contrainte, ce sont les doublons, ils n'avaient pas forcément l'habitude. Là, cette semaine, 6 joueurs étaient à Marcoussis, on peut les rappeler, hein. Il y avait Thomas Laclaya, Hugo Radou, Jimmy Maximin, Fabien Broboiry, Aaron Grandidienne Canang et Emilien Gaëton. Laurent, il n'y en a que 2 qui étaient sur la feuille de match, ils étaient remplaçants, c'était Maximin et Gaëton. Comment toi tu analyses cette gestion des internationaux à Pau ? C'est aussi nouveau, même s'ils avaient déjà des internationaux les saisons passées, peut-être un peu moins en tout cas. Mais maintenant, Pau fait partie des meilleures équipes du championnat, donc forcément avec beaucoup de joueurs sollicités pour les sélections, et notamment le 15 de France, avec cette formule chez nous de 42, avec des joueurs qui reviennent dans la semaine. Et maintenant, c'est un nouveau statut, effectivement, que Pau doit apprendre à gérer. Ils s'en sont quand même plutôt bien sortis, puisqu'ils ont quand même réussi à gagner le match. Contre un adversaire aussi qui peut être prêté pour eux à tomber un peu dans la facilité. Donc peut-être, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas respecté bien sûr Perpignan, mais quand tu reçois Perpignan, le dernier qui n'a pas gagné un match, qui était à 0 point, peut-être que dans la stratégie, effectivement, on a laissé les internationaux, pas tous en tout cas, revenir jouer.
Voilà, c'est une gestion effectivement que Pau va devoir apprendre. En tout cas, ils ont gagné leur match. Et donc, ils ont préservé l'essentiel. Et quand on est dans le staff du 15 de France, comme tu l'as été, qu'est-ce qu'on aime? Que les joueurs aient un peu de temps de jeu? Pas trop? Pas du tout? C'est au cas par cas? Ouais, c'est au cas par cas, bien sûr. C'est qu'il y a des joueurs qui jouent beaucoup déjà. Donc, quand ils repartent le mercredi soir en club, qui ne sont pas entraînés avec leur équipe pour rejouer le samedi, s'il y a un autre déplacement avec le club, voilà, on sait que c'est toujours contraignant, et surtout pour les joueurs, parce que ça a dû être la question de Seb Piccheroni, sûrement. On sait quand les joueurs déjà ils prennent un peu un coup au moral quand ils rentrent en club le mercredi, mais avec l'espoir d'y revenir le dimanche, et peut-être il peut y avoir des blessés à Marcoussis, donc est-ce qu'ils sont à 100% engagés pour le championnat? Donc c'est une situation qui est complexe pour le staff du 15 de France, bien sûr, mais aussi pour les staffs des équipes et des clubs, et c'est pas évident à gérer. Yanis, tu connais bien cette section paloise. Le stade du Hameau n'a aucun secret pour toi. Et tu as d'ailleurs eu Sébastien Piccheroni pour un article sur cette gestion des internationaux avant le match. Qu'est-ce que tu penses de cette performance des Béarnais? Est-ce que c'est 4 bons points de prix? Est-ce qu'on peut regretter le point de bonus offensif lâché face à une formation qui avait encore 0 points? Ou au contraire, quand on a une formation du haut de tableau comme ça, faut continuer à prendre des points quoi qu'il advienne? Non, le résultat est positif puisqu'il reporte avec la victoire dans tous les cas. Donc il n'y a pas le bonus offensif qui aurait pu légitimement être pris au vu de la première période. Mais quand on voit le retour en force des Perpignanais dans le second acte, on s'aperçoit que déjà prendre 4 points, c'est un moindre mal. C'est déjà très bien. Mais la gestion des internationaux, pour moi, n'a pas eu trop d'impact sur ce match particulier parce que même sans ces internationaux, Pau a montré qu'ils étaient au-dessus et a eu le bonus offensif provisoire à un moment. Et justement, quand ils ont craqué un peu en fin de match, sur le terrain, il y avait pourtant Gaëton et Maximin. Donc je ne suis pas persuadé que ça ait eu un impact plus grand que ça. Je pense que aussi, il ne faut pas sous-estimer cette équipe de Perpignan qui arrivait avec ses armes et qui s'est battue avec pas l'énergie du désespoir, mais quand même comme quelqu'un qui avait des choses à prouver, un club qui avait des choses à prouver. Et ça a mis en difficulté Pau, notamment physiquement, dans le second acte. Donc Pau s'en contentera et je pense que Perpignan est pas mal content aussi de prendre un point au Hameau, chose que personne n'avait fait depuis le début de la saison. Moi, ce que je vois surtout avec Pau, parce que déjà le week-end avant, j'avais commenté leur match au Racing, et il y a la problématique des internationaux, bien sûr, mais il y a aussi surtout l'absence de Joe Simons, et qui ça, par contre, je trouve, dans l'organisation, dans avoir la tête froide un moment quand le match, des fois, il faut savoir juste gérer un peu le match, et ça, je trouve que c'est un peu, ils sont un peu dans le dur, donc. Voilà, aujourd'hui ça passe, comme on en a dit, mais c'est sûr que ce sont des joueurs qui sont quand même très très importants pour la section, et c'est surtout, je pense, son absence à lui qui permet pas aujourd'hui à la section d'être serein 4 minutes comme on les a eu sur les 8 premiers matchs de la saison. Demain, Yanis commençait à l'évoquer, tu disais Pau qui n'avait pas été serein sur 80 minutes, Perpignan qui a fait... qui est revenu un peu de nulle part en fin de match pour aller accrocher un point de bonus défensif. Perpignan, il y a quelques joueurs qu'on voit pas souvent sur la feuille de match, Chinaro, Vali, Fakatika, pardon. Cette énergie, c'est quoi à Perpignan? C'est l'énergie du désespoir, ils n'avaient plus rien à perdre. La rébellion peut-être aussi? Non, je crois que c'est la qualité de cet effectif. Sincèrement, sur le match, je pense que Perpignan fait une meilleure deuxième mi-temps que Pau. Ils se sont mis dedans un peu tout seuls sur la relance de Vérédamou qui redonne le dernier essai à Pau avec carton jaune sur Tomé Cochard. Sinon, Perpignan à ce moment-là, je pense, était en train de poser des soucis à la section pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et donc ça, c'est plutôt très intéressant de voir cette réaction, la fierté qu'il y a eu quand... au score, on aurait pu penser que Perpignan le match était fini et ça allait finir avec un score très lourd. Et là, ils ont plutôt très très bien joué et ils ont vraiment menacé la section jusqu'au bout. Ils ont laissé des points en route sur le pied, sur une pénale touche ou deux égarés. Et je crois qu'à la fin, les Palois étaient contents que le match se termine. Donc c'est vraiment... très encourageant pour la suite et surtout pour après cette trêve à la reprise avec un match bien sûr face à Montpellier à domicile qui va être très très important puisque
Montpellier, on l'a dit, vient de perdre donc chez lui. Donc Perpignan reçoit Montpellier et derrière ira à Castres, qui vient de perdre aussi à la maison. Donc voilà, c'est un calendrier, je dirais, du championnat du bas de top 14 qui va être très intéressant. Puis, faut le dire, Perpignan aujourd'hui, c'est une surprise de les voir dernier top 14. N'a rien à faire avec 0 points. N'avait rien à faire avec 0 points après 8 journées. N'a rien à faire avec un seul point après 9 journées. Quand tu vois la qualité de l'effectif perpignanais, ce qui a pêché contre Pau, c'est aussi l'indiscipline. Une chose qui a été récurrente sur les dernières journées pour Perpignan. Mais c'est des choses qui doivent se gommer, être lissées en cours de saison pour laisser place au jeu et au talent individuel de certains joueurs, puisque encore une fois, quand tu regardes l'effectif de Perpignan, ils n'ont rien à faire à cette place-là et surtout avec ce total de points. En tout cas, un USAP MHR et Aimé Giral qui sera chauffé à blanc avec le 16e homme qui va pousser. Je crois que c'est pas Aimé Giral. Non, ouais. Ah oui, c'est le match à huis clos. On ne sait pas encore où. On ne sait pas encore où, c'est vrai. Il sera pas à huis clos, mais il sera délocalisé obligatoirement. Il sera à Béziers, Narbonne. Narbonne, oui, pour l'instant, ces deux stades ont été évoqués, mais c'est vrai qu'on. Montpellier qui avait joué à Béziers l'année dernière d'ailleurs, contre Perpignan. Oui, c'était Perpignan qui avait délocalisé parce que la pelouse de Perpignan était en mauvais état. Ah si, je te jure. C'est pas Montpellier ? Non, alors Montpellier a délocalisé contre Toulon. Parce que la pelouse de Montpellier était aussi en mauvais état. Faut bien que Béziers voit un peu de top 14 de temps en temps. Pelouse, quoi. Oui, comme quoi. Heureusement, il y a beaucoup de stades dans la région quand même. On peut enchaîner avec Stade Toulousain qui a battu le Stade Français 29-17. Messieurs, j'ai décidé de m'arrêter sur un seul homme, Kelvin Gourgue, qui a passé sa semaine à Marcoussis, qui est redescendu, qui était remplaçant, qui a marqué un essai, qui a été décisif sur un autre essai. Laurent, est-ce que c'est la nouvelle bombe du Stade Toulousain, leur nouveau Facteur X là, qui a débarqué Oui, on en parle aussi depuis quelques semaines maintenant, depuis le début du championnat et cette fameuse rentrée à Clermont, justement, sur la première journée, très rapidement, sur Pitaki, et bon, qui a explosé à ce moment-là, même si on le connaissait un petit peu avant. Il est dans la continuité, bien sûr. Moi, sur le match, en tout cas, pareil, on retrouve Toulouse au moment des doublons à nouveau, face à une équipe du Stade Français très solide, qui était pour eux un match piège et très difficile. Paris était très costaud, les conditions un peu humides, bien sûr, favorisaient leur équipe, leur conquête et justement leur stratégie aussi de jouer au pied. On a vu sur les stats les différences entre le nombre de passes entre les deux équipes. Mais surtout, encore une fois, moi je suis admiratif de Jack Willis. Là sur le match, c'était le papa et les pitchouns, quoi. Il y avait lui et tous les jeunes Toulousains qui la Combre notamment, tout ce que l'on a vu, Verger, Elias, après on a vu Hawks rentrer, on a eu même le petit Martin Bonnard, Castro Ferreira bien sûr, Théo Ntamak toujours, et Kelvin Gourgue, comme tu l'as dit, exceptionnel. Mais je pense que quand tu joues avec un mec comme Jack Willis, quand tu le vois faire, tu as envie d'aller avec lui. Et je pense que c'est un joueur incroyable, exceptionnel. Et encore une fois, Toulouse allait retourner ce match qui était quand même mal engagé face à une équipe, encore une fois, parisienne solide. Montre à nouveau le niveau du Stade Toulousain et de sa profondeur, bien sûr, d'effectifs. Il y a même un monsieur dans le monde qui s'appelle Steve Borswick qui doit regarder tous les matchs de Jack Willis qui dit je veux pas l'appeler là, pourquoi L'Angleterre s'est pas si mal comporté hier, donc il doit se dire que ça va, mais c'est vrai que Jack Willis, à l'image de ce qu'il avait fait un peu l'année dernière, j'ai le souvenir d'un déplacement au Racing 92 où il avait été à Créteil, complètement immense, dans un rôle de capitaine d'ailleurs, où il avait, en fait il sait tout faire aussi. Jack Willis, c'est un symbole de puissance, bien sûr peut-être le meilleur gratteur du top 14, on parlait de Bentammy Funa tout à l'heure. Je pense qu'il y a duel entre les deux, de la hargne, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui sait emmener une équipe, c'est un vrai leader naturel sur le terrain. Et pour en revenir à Kelvin Gourgue, là où il est impressionnant, c'est aussi par sa faculté à s'adapter dans un collectif du Stade Toulousain où il y a beaucoup de joueurs qui sont très polyvalents. Lui, il représente cette polyvalence. Il est rentré à la place de Malia très tôt dans le match, puisque Malia c'était sur un protocole commotion, et il a su retrouver des repères très vite pour bien distribuer le jeu, et on l'a vu sur l'essai de Capozzo, c'est lui qui le décale notamment, donc c'est là où Gourgue a de la maturité déjà dans son jeu tout en étant un jeune joueur. Ouais, mais pour moi c'est pas étonnant parce que je peux pas empêcher de faire le comparatif. Il y a pas très longtemps, je suis allé passer 2 jours au FC Barcelone au foot,
J'ai eu la chance de discuter longuement avec Deco, qui est le directeur foot du Barça. Un ancien grand milieu de terrain, c'est accessoirement. C'est bravo, là. Et en fait, ils ont la même philosophie qu'au Stade Toulousain, c'est-à-dire que eux, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'un jeune qui est issu de la Masia est plus vite intégré quand il monte en pro, dans la culture du jeu, dans cet ADN du Barça, que même un top joueur qui arrive de l'extérieur. Et c'est ce qui se passe au Stade Toulousain. Kelvin Gourg, on l'a dit, de Grenade, il est arrivé au Stade Toulousain à 14 ans, il jouait 10, il jouait 15, il joue centre, il joue partout, polyvalent, mais il a l'ADN de ce jeu. Et donc quand il arrive en pro, c'est pas un nouveau système de jeu, il joue comme ça depuis qu'il a 14 ans. Et alors qu'un joueur qui arrive de l'extérieur a toujours, il faut qu'il s'y mette, il faut que, même si c'est un jeu attrayant, mais c'est pas des fois fluide, et c'est pas logique, etc. Et ce comparatif avec Barcelone, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que Gourg, les Castro Ferreira, les Toen Tamac, tous ces jeunes qui arrivent là, et sont quasiment plus vite opérationnels qu'un joueur qui arrive de l'extérieur, du temps qu'ils se mettent vraiment dans le moule du Stade Toulousain. Et ça, c'est remarquable. Quand on a vu hier le banc rentrer, notamment lui, il a quasiment changé le match. Surtout que FC Barcelone, Stade Toulousain, fait un mélange des deux. Ce sont deux clubs qui ont quand même une ADN sur le jeu qui est particulière et qui s'inculque dès les catégories de jeunes, j'imagine. C'est ça, et c'est ce qu'il me disait. Par exemple, je prends un arrière latéral, il disait chez nous, un gosse à 10 ans, 11 ans, il apprend à sortir la balle sans balancer le ballon. Il faut sortir, jouer en triangle, faire des passes. Quand il me dit Jules Koundé arrive, pour lui des fois c'est prendre des risques que de sortir le ballon comme ça, donc c'est moins facile dans un stade de 100 000 personnes. Des fois tu peux trembler, eux ils tremblent pas parce que depuis l'âge de 10 ans on leur apprend à sortir le ballon comme ça, et c'est pareil au Stade Toulousain. Le Stade Toulousain, c'est jouer debout, c'est jouer les initiatives, plus tu tentes et plus ça réussit, et donc quand il arrive en équipe pro, le système il change pas, lui il est habitué, il sait qu'un mec il va avoir pénalité. Paul Graou ou Antoine Dupont, il va jouer la pénalité à la main. Son premier réflexe, c'est jouer. Eux, ils sont disponibles pour jouer. Ils ne tournent pas le dos. Et tous ces aspects-là, pour eux, ils sont formatés à jouer comme ça. Mais ce qui est remarquable, c'est surtout au jeune âge, de rentrer dans un match comme hier et le voir, comme j'ai dit, il a changé le cours du match. Est-ce que Deco t'a dit si le Barça s'inspirait du Stade Toulousain pour sa construction? Il m'a dit qu'il aimait regarder le rugby, qu'il comprenait pas beaucoup, mais qu'il aimait le regarder, en tout cas à la télé. Il y en a un peu à Barcelone. Il y a Marty qui avait joué là-bas. Qui joue au FC Barcelone. Il joue toujours là-bas. En tout cas, tu peux dire à Deco que s'il veut venir à 3e mi-temps, on l'invite avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci, on trouvera une place quelque part. Il n'y a pas de problème. On parlait de Kelvin Gourg qui a été appelé à Marcoussis. La nouvelle liste qui est tombée ce week-end, il y a Charles Olivon qui est de retour. Alors il a eu une grosse blessure au genou en début d'année civile. Il est revenu, il a joué 31 minutes contre Pau, 65 contre le Racing, 46 contre Toulouse et là 80 contre le Loup. Il monte en puissance, il a fait encore un très beau match hier. Laurent, pourquoi Charles Olivon est si important pour le 15 de France? Il se retrouve rappelé aussi vite par le staff. Parce que Charles aussi est un joueur, déjà un joueur qui fait partie du groupe France. Au début du mandat de Fabien, dans lequel j'étais, Charles était le capitaine. Il a été nommé capitaine à ce moment-là. Donc il fait partie toujours de ses leaders pour Fabien du 15 de France. Et c'est un joueur aussi qui est intéressant par son profil, en plus maintenant bien sûr de son expérience internationale. On le voit avec Toulon, il joue en 4, et aujourd'hui il y a beaucoup de Paul Boudéan qui joue en 4. Et le rugby international, avec sa vitesse, avec son jeu, avec tout un rugby bien sûr énergivore, parce que les impacts, l'intensité est terrible. On voit beaucoup d'équipes jouer avec des profils comme ça, et quand on voit les profils des deuxièmes lignes sud-africains justement, ça ressemble à ces profils-là. Bien sûr qu'il faut toujours avoir à droite un plus costaud comme Meafou, comme Tao qu'on peut avoir, comme Pozzolo Tulagi qu'on a vu hier, très très bon, comme Maximen donc, qui est là pour ça, mais on sait que le meilleur aujourd'hui est Thibaut Flamand et de loin, mais ensuite après je pense qu'il regarde des solutions peut-être de joueurs comme ça, polyvalents, comme on vient de l'évoquer, des joueurs capables de jouer 4, 6, 7 et au niveau international, comme on l'a dit, ce ne sont pas les règles du top 14 où on ne peut pas rentrer-sortir comme on veut, donc il faut s'assurer d'avoir toujours sur les 23 joueurs maximum de joueurs polyvalents, et à ces postes-là forcément un joueur comme Charles est une grosse plus-value. Si on joue au sélectionneur, bon toi Laurent tu connais un peu, mais si on joue au sélectionneur, vous le mettez contre l'Afrique du Sud dans les 23 ou pas?
Pour l'instant, moi je le mets pas parce que c'est vrai que comme on l'a évoqué, il y a notamment un Paul Boudéan qui fait aujourd'hui un très bon début de saison dans la cage, qui peut dépanner à ce poste-là. J'ai l'impression qu'on a trouvé quand même une stabilité par ailleurs dans les postes d'Olivan. Et puis en vrai, je trouve ça un peu tôt de le faire reprendre maintenant contre l'Afrique du Sud, en sachant qu'il a dit lui-même qu'il n'était pas à 100%, que même si là il a réalisé un bon match face à Lyon, son genou peut lui poser encore quelques soucis. Et aujourd'hui au niveau international, qui plus est la crème de la crème du niveau international, ce serait compliqué pour moi de le titulariser directement, mais pourquoi pas l'utiliser en suivant, déjà le faire entrer dans la rotation, c'est très bien de le mettre à l'entraînement pour voir, notamment grâce aux entraînements à haute intensité, ce qu'il peut donner, et ensuite décider. Ça me paraît un peu prématuré pour l'instant l'Afrique du Sud. En tout cas, tu as un point commun avec Charles Olivon. La moustache ? Bien sûr. Tous les deux, vous êtes fidèles au rendez-vous chaque année, le mois de novembre arrive. J'ai pas osé dire le niveau de jeu, parce que je pense qu'être un peu court. Ah, t'as jamais vu en deuxième ligne en plus? Non, pas encore. Peut-être un jour, qui sait. Bon, on va terminer cette émission en se projetant sur l'affiche du soir, qui est La Rochelle Racing 92, des Rochelais qu'on a vu convaincants, on peut dire, contre le Loup la semaine dernière, avec une victoire 36-19. Laurent, est-ce que tu as le sentiment que ça y est, la Rochelle a réussi sa mue? On a vu beaucoup plus de jeux avec Yaya West, qui est blessé, qui ne sera pas ce soir, mais qui était à la baguette, et qui vraiment nous a impressionné à Lyon. Est-ce qu'ils sont lancés, ça y est? Oui, on a l'impression aussi, c'est un peu comme les Bordelais. Je pense qu'ils récupèrent petit à petit des joueurs très importants. Là, ce soir, ils vont récupérer Skelton. Ça va leur donner une assise encore plus importante sur la mêlée, sur leur ballon porté, sur un joueur de plus pour très, très dense pour porter le ballon. C'est là où ils avaient un peu de mal par rapport à d'habitude, parce qu'on était habitué quand ils ont Antonio, quand ils ont Skelton, qu'ils n'avaient pas. Donc là, ils récupèrent Will et donc forcément casser aussi les mots adverses. Donc mettre un peu la pagaille aussi sur le terrain, donc ce qu'il sait très bien faire. Donc forcément, ce sont des retours qui sont très importants. Et comme la semaine dernière, avec leur victoire à Lyon, d'une équipe très solide, une victoire très maîtrisée à l'extérieur, sans trembler, avec le retour déjà la semaine dernière de Leitz à l'arrière, qui est un joueur pour moi aussi brillant et très important, je crois, dans la maturité pour les Rochelais. Donc ça va être un match, bien sûr, pour eux, très important à confirmer cette victoire de Lyon le week-end dernier. Et puis surtout, un match aussi très important pour Antoine Astoy, qui a perdu sa place dans les 42, de troisième ouvreur, on va dire, qui depuis 2 matchs, c'est Yaya West qui rejouait aussi avec La Rochelle. Donc un match important pour l'ouvreur rochelais pour moi. Puis il y a un certain numéro 8 aussi pour qui ce sera important, j'imagine, c'est Grégory Aldrit qui sera titulaire pour cette rencontre après avoir été relâché avec le 15 de France. Je pense qu'il aura envie de montrer qu'il est toujours présent, qu'il peut toujours avancer avec le ballon. D'ailleurs, ce sera un très bon test face au Racing qui possède un pack renouvelé de plus en plus fort maintenant avec l'arrivée de Patrice Colazo l'année dernière. Donc ce match, ce sera aussi un test physique pour les Rochelais et je pense que c'est une bonne chose. Patrice Colazo fait son retour à De Flandre, il connaît bien la maison. Est-ce qu'il va justement essayer de prendre cette équipe de La Rochelle devant, en disant si elle est bloquée devant, derrière ils n'auront pas les ballons et on va parasiter comme ça? Ça peut être la clé du match. Oui, de toute façon, tu sais, quand tu vas à De Flandre, tu sais que tu vas avoir quand même une notion de combat et au niveau des avants surtout. Patrice a constitué une équipe et un groupe aujourd'hui, on voit bien sa patte et le changement un peu de philosophie de ce que pouvait faire le Racing les saisons précédentes avec plutôt la cavalerie et plutôt du jeu derrière autour de Nolan, Finn Russell qui était là. Aujourd'hui, ils ont changé vraiment de schéma. Ils sont très très costauds, très denses, donc autour des joueurs recrutés. Hill notamment, Hughes qui fait un très très gros début de saison. Lui aussi, c'est un joueur très très important dans leur équipe. Donc forcément, il sait que ça va passer par là. Mais encore une fois, ce qu'on va attendre du côté du Racing, on va regarder, c'est le match de leur charnière, puisque ils sont, je pense, très, très solides devant. Ils peuvent être aussi très costauds derrière, avec au centre notamment, aux ailes, les joueurs qui sont à l'arrière. Mais c'est surtout à la charnière qu'on va les attendre, avec une jeune charnière, Léo Carbonneau et le petit Sun. Donc des joueurs brillants, vraiment en devenir,
à qui il faut bien sûr toujours laisser du temps, même si on sait que le temps c'est difficile, mais c'est toujours à ce niveau-là que ça va se passer. Si la charnière réalise un bon match, ils ont les moyens en tout cas sur le reste d'inquiéter les Rochelais. De la fin, Yanis, quelque chose à rajouter? Non. Hughes Skelton, à tu te mets au devoir milieu. aussi les débuts du jeune centre au Racing. HVCA, ouais. HVCA, voilà. J'ai entraîné son papa à Montauban, pilier droit, Géorgien, David, HVCA. Ça rajeunit tout ça. Ouais. Alors, Passé par Massy aussi. est-ce qu'il aura le profil de jeu de son père au centre? À ce moment-là, ça fera une paire de centres Tussova. Je sais, ça peut être très physique quand même. Il est différent, mais très très bon jeune, très bon joueur, qui a fait les sélections de jeunes aussi. Ouais, c'est bien, on voit sur la compo d'équipe beaucoup de jeunes, même sur le banc, côté Rochelais. Voilà, ça c'est intéressant aussi pendant ces moments de doublon aussi. Déjà en temps normal, la règle des gifs permet bien sûr encore plus depuis des années, on l'a dit répété, de voir des jeunes joueurs. Et pendant les doublons, un peu plus. Et ça aussi c'est intéressant pour notre rugby. En tout cas, il a Tuisova, capitaine sort à côté. Il aura la bonne personne pour débuter, il sera bien protégé. Voilà, ça va, il risque pas grand-chose. Surtout qu'il revient bien en forme en ce moment, Tussova quand même. On a vu son match la semaine dernière. La semaine dernière, la paire de centres Ficou-Tuisova, c'était solide. Ça a charbonné pas mal, ouais. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. Et bon match ce soir. La Rochelle bon match. Racing. On rappelle quand même les rendez-vous la semaine prochaine à suivre sur Rugbyrama. Bien entendu, mardi, cérémonie des Oscars à suivre en direct sur notre site. Jeudi, kick-off rugby. Vendredi, samedi, tous les matchs de national qui seront à suivre, plusieurs affiches. Et on finira bien entendu par la troisième mi-temps. Merci beaucoup. Bonne soirée.